Le rappel à Dieu d'Amadou Gon Coulibaly. Chers confrères, la Côte d'Ivoire a été durement éprouvée avec ce rappel à Dieu inattendu, brusque du chef du gouvernement ivoirien. Mais c'est aussi et surtout la famille politique d'Amadou Gon Coulibaly, le RHDP, qui est durement éprouvée. Oui, tout à fait. On voit ça depuis pratiquement que ça s'est passé. Ça fait bientôt 2 semaines. On a vu les hommages qui se sont passés. Et la nation, au-delà du RHDP, c'est toute la nation. Et actuellement, la question, effectivement, est sur toutes les lèvres. Et l'après. C'est l'après aussi bien pour le RHDP que pour la nation. Parce que la nation attend la suite, notamment au niveau du gouvernement, avec la vacance. La nation aussi attend la suite parce que lorsque le RHDP fera son choix, ce choix va impacter sur la nation en entier. Donc, au-delà du RHDP, c'est une affaire qui interpelle, qui intéresse encore, qui continue d'intéresser toute la Côte d'Ivoire. Absolument. Docteur? Oui, c'est un véritable drame, parce qu'à 3 mois des élections, il n'est pas seulement le Premier ministre, mais le candidat d'un parti. Et là, les gens avaient beaucoup d'espoir en lui. Et une mort aussi brutale, certainement, tous les Ivoiriens ressentent cela, mais encore plus au niveau des militants du RHDP, qui sont véritablement éprouvés dans ces moments difficiles. Moi, je souhaiterais qu'ils aient beaucoup de répondants, beaucoup de ressorts pour se remettre en selle et pour trouver un remplaçant digne à leur candidat, qui part aussi tragiquement. Félix Bonnet? Je voudrais rendre, je dirais, saluer la mémoire d'un grand homme, parce que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est tombé comme un soldat sur le champ d'honneur. Il est mort à la tâche. Il est parti comme un héros. Ce qui lui vaut toute cette ferveur, cette mobilisation nationale de tout le monde. Et à 3 mois des élections présidentielles dont il est candidat, il est clair que son parti est très éprouvé, durement éprouvé. Le parti au pouvoir, en plus, d'ailleurs, qui depuis quelque temps est en campagne, je dirais le 26 février, la date de la mise en place de ce parti, est pratiquement en campagne pour ce candidat. Trouver une nouvelle personnalité, le forger, mener toute cette campagne de communication pour cette personnalité, je crois que c'est une épreuve, mais ce n'est pas impossible, parce que je dirais que le plus grand du parcours, la plus grande partie de la campagne aura été faite éventuellement par le défunt. Et donc, si le RHDP est vraiment solide, la personnalité qu'ils trouveront, s'ils font bloc autour de cette personnalité à 3 mois des échéances, je crois que c'est également aussi un atout pour eux, pour aller à ces élections. Et ce ne sont pas des personnalités quand même qui manquent, quand bien même on reconnaît la grandeur du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui, je voudrais à mon tour renouveler mes sincères condoléances à la famille biologique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'à sa famille politique. Ensuite, notez que c'est une épreuve, certes, c'est une épreuve. Vous savez, c'est nous les humains qui ne savons pas apprécier les choses, mais sinon Dieu, qui fait tout, c'est mieux que nous. Je le disais à quelqu'un, ça aurait pu être peut-être après le dépôt des candidatures. Ça aurait pu être en cours de campagne électorale. Ça aurait pu être quelques jours après l'élection. Mais vous voyez, Dieu sait ce qui est bon pour nous à un moment bien précis de l'histoire, et il fait ce qu'il veut et ce qui est bon pour nous. Donc je voudrais que les militants du RHDP, toute la nation ivoirienne comprennent et prennent cette épreuve ainsi. Et puis la suite sera favorable, n'est-ce pas, pour tout le monde, et pour le défunt, et pour nous qui sommes restés en vie derrière lui. Alors, c'est un exercice assez difficile. Amadou Gon Coulibaly, candidat à la prochaine présidentielle. Félix Bonny le rappelait tout à l'heure, tous les espoirs de sa formation politique, de sa famille politique, étaient portés en lui, en sa personne, justement, pour faire triompher sa famille politique au soir du 31 octobre. Vous, à la place des cadres du RHDP, des dirigeants du RHDP, évidemment, on est déboussolés. Comment on se remet d'une telle épreuve? On se remet d'une telle épreuve parce que l'on doit se remettre d'une telle épreuve. On n'a pas le choix finalement. Voilà, et comme je le disais aussi, et comme a dit Sermé tout à l'heure,
un élément de langage a été déjà trouvé. Quel que soit le candidat, gagner pour Amadou Gon, gagner grâce à Amadou Gon, gagner à cause de Amadou Gon. Finalement, son décès sera le leitmotiv pour ça devient un élément galvanisateur, mine de rien, et donc gagner pour honorer sa mémoire, comme si c'est lui qui aurait gagné. Donc, à partir de cet élément de langage, est-ce qu'ils trouveront le candidat qu'il faut pour fédérer tous les cadres et puis maintenir cette flamme et cette mobilisation? Mais comme aussi a dit Félix Bonny, il est difficile à 3 mois de trouver un candidat, un nouveau candidat qui serait un candidat par défaut. Il est candidat parce que le vrai candidat, le bon candidat, n'est pas candidat. Quelles que soient ses qualités du candidat qu'on trouvera, s'il est nouveau, quelles que soient ses qualités, il aura toujours ce péché originel d'être un candidat par défaut, parce que le vrai candidat, celui qu'on attendait, n'était pas là. Et le candidat qui vient d'être appelé à Dieu, il a été préparé, dit-on, depuis 3 ans en qualité de Premier ministre, mais depuis 30 ans dans l'ombre du président Ouattara et depuis plusieurs années à la présidence. Donc, il a été formé durant toutes ces années pour cela. Est-ce que les uns et les autres, quel que soit leur charisme, quel que soit leur talent personnel, ils peuvent avoir ce atout? Voilà la préoccupation, voici la question qui va certainement peser dans les choix qui vont intervenir dans les jours à venir. Alors, le rappel à Dieu d'Amadou Gon Coulibaly a fait ressurgir un autre débat, celui d'un éventuel nouveau mandat du président Ouattara. Félix Bonny. Je pense qu'il ne faudrait pas réveiller certains vieux démons. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent quand même pas le président Ouattara, qui dit quand un Ouattara dit, il le fait. Et le président Ouattara, tout le monde s'attendait à ce que le 5 mars, lorsqu'il l'avait convoqué, le Congrès s'était réuni à Yamoussoukro à ce qu'il vienne annoncer sa candidature. Et il a déjoué tous les pronostics. Si vous suivez la logique du président Ouattara, c'est quelqu'un qui a déjà tracé sa trajectoire. Lorsqu'il y a eu l'entretien avec Mo Ibrahim, il a été clair, il a donné un certain nombre d'éléments, de repères qui auraient pu déjà nous faire dire à l'avance que le président Ouattara n'allait pas devenir candidat en 2020. Et le 5 mars, il a surpris tout le monde en n'étant pas candidat. Mais il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Mais cette nouvelle donne... Il a bien voulu passer la main, mais il y a une nouvelle donne. Rien à la logique du président Ouattara. Suivez bien, vous allez voir que le président Ouattara est très éprouvé par la mort de celui que j'appellerais son alter ego, son fils, son homme de l'ombre, celui-là qui est venu lui montrer toute son affection le jour de son arrivée à l'aéroport. Il est très éprouvé par cette mort. Et je ne pense pas qu'il aille se jeter encore dans une autre bataille qui va susciter une polémique sur cette question de son éligibilité, son inéligibilité, tout, qui pourrait éventuellement nous entraîner dans une situation de crise qu'il va falloir gérer encore en plus de l'épreuve du deuil qu'il porte à ce moment. Je pense qu'il faut laisser le président Ouattara tranquille dans cette affaire. Il ne faudrait pas le pousser à une candidature. Et je sais que lui-même, il suit tout cela. Il voit un peu toute l'affection qu'on porte pour lui, mais je ne pense pas que le président Ouattara va franchir le cap d'une troisième si tel était le cas. Si tel était le cas, je pense que ça va susciter beaucoup de débats sur la scène politique ivoirienne. Parce que si vous avez suivi, avant même le vote de la Constitution, les interventions de proches, ceux que je dirais même qui ont été l'auteur de la Constitution, le ministre Bakongo, son conseiller juridique et constitutionnel, vous avez suivi qu'il y a des images qui sont là aux archives qui montrent que le président ne peut pas être candidat en vertu de tel article. Et vous avez suivi le ministre de la Justice lors de l'exposé des motifs face à l'Assemblée nationale, qui a dit ceci, que le président de la République ne peut pas être candidat parce qu'il est déjà élu avant le vote de la Constitution. S'il voulait être candidat, il aurait engagé le changement de la Constitution bien avant. Et je voudrais terminer sur cette question. Si le président Ouattara envisageait un 3e mandat, je ne vois pas qu'est-ce qui empêche le président Ouattara de sauter également le verrou des 2 mandats, comme il a fait pour le verrou de l'âge. Donc, il ne faudrait pas y pousser. Oui, Ali, dans certains pays, pour mettre fin justement à cette polémique-là, il a été écrit clairement dans la Constitution, nul ne peut faire plus de 2 mandats de façon continue ou discontinue.
Vous voyez, aujourd'hui, on a une constitution. Si le président Ouattara, d'ailleurs, malgré son âge, il peut ne pas être candidat cette fois-ci en 2020 et puis revenir en 2025 être candidat, un peu comme le président Poutine en Russie. Il y a certains pays, pour mettre fin à ce type de confusion-là, qui ont écrit « Nul ne peut être candidat à plus de 2 fois, plus de 2 mandats, de façon continue ou discontinue. » C'est-à-dire, tu fais un mandat, pour éviter 2 mandats successifs, tu pars, tu reviens 5 ans après et tu fais 2 mandats successifs, ça te fait 3 mandats, n'est-ce pas? Donc, certains pays ont clarifié. Le constituant ivoirien n'a pas cru utile de clarifier cela. Ça, c'est 1. 2, puisqu'il n'y a pas d'argument d'autorité, lorsque le professeur Bakongo parle, on peut applaudir. Lorsque le ministre de la Justice parle, on peut applaudir. Mais n'oubliez pas que quelqu'un qui semble prêcher dans le désert en Côte d'Ivoire souvent, qu'on ne prend pas au sérieux, le professeur Koulibaly, il a prévenu les Ivoiriens. Il dit, ce que M. Bakongo dit est faux. Ce que le ministre de la Justice dit, ce n'est pas vrai. Le président Ouattara fera un 3e mandat avec cette constitution. Le président Koulibaly nous a prévenus. Il a dit que c'était possible. C'est parce qu'il prévenait ainsi que d'autres ont cru utile de venir dire que ce n'était pas possible sur la base des engagements du chef de l'État. Lui, il a dit « je ne veux pas être candidat ». Il est normal que ses collaborateurs viennent lire la Constitution sur la base de leur compréhension de son engagement qu'il a tenu. Et lorsque, vous avez vu, il a dit qu'il n'est pas candidat, il y a eu 2 lectures. Les uns ont dit qu'il n'a fait aucun effort, c'est parce que la Constitution l'empêche d'être candidat. Alors qu'à plusieurs reprises avant d'annoncer qu'il ne serait pas candidat, il a prévenu que la Constitution lui permet bel et bien d'être candidat. L'élément sur lequel les gens se basent, c'est l'article transitoire qui dit les dispositions antérieures rappelées, maintenues, font que la même règle s'applique. Mais il y a un autre principe de loi qui est celui de la non-rétroactivité. Très bien. Voilà. Docteur Konan. Et il ne faut pas dire, applaudir, parce qu'on est d'accord, M. Bakongo et le ministre de la Justice et penser que Koulibaly Mamadou est un analphabète en matière de connaissance des lois. Sans indiquer de fondements juridiques. Les autres non plus ne l'ont pas fait. D'accord, très bien. Les autres sont les... Je reviendrai à vous. Félix Boni. Le ministre Bakongo a cité l'article 183. Félix Boni. Cet article-là ne peut pas résister aux préceptes. Je le dis, je ne me souhaite pas que le président Ouattara soit candidat. Il peut ne pas l'être. Mais il ne faut pas aussi que, pour des questions historiques d'interprétation pour l'avenir, par rapport à ce que la Constitution permet, au fait que c'est une Constitution qui n'est pas précise sur l'intangibilité du fait de faire 2 mandats de façon continue ou discontinue, il ne faudrait pas que si le cas nous arrive demain, en dehors du président Ouattara, on pense que c'est une vérité absolue. C'est ça l'enjeu du débat. Docteur François Konan. La Constitution est claire sur la question. Je crois que c'est l'article 35 qui dit que c'est que 4, qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. Et la nouvelle Constitution n'a pas abrogé cela. 54 et 55. N'a pas abrogé cela. Et quand il dit que le professeur Mamadou Koulibaly a dit que ce que Bakongo dit est faux, non, il ne faut pas travestir le discours de quelqu'un. Parce que Bakongo, avec argument à l'appui, a reconnu que le président ne peut pas se présenter pour une 3e fois. Alors, situons cette intervention du ministre Ibrahim Cissé Bakongo, c'était avant ou après la mise en œuvre, le vote de la nouvelle Constitution? Lorsque justement le professeur Mamadou Koulibaly disait « Ne vous y trompez pas, c'est une constitution pour un 3e mandat ». Est-ce que finalement... Il y avait débat, et même l'opposition le disait, il n'était pas seul. Et il a fallu apaiser sur la base des engagements du président qui disait « je ne peux pas être candidat ». Qui a confié l'écriture de la Constitution. Est-ce que finalement... Le président qui a confié l'écriture de cette Constitution à M. Bakongo, son conseiller juridique. Pas exclusivement à un groupe. Et à professeur Ouaga Oubou. Très bien. Et le ministre qui a argumenté. Professeur Mamadou Koulibaly, qui a été président de l'Assemblée nationale et qui vote des lois et qui sait l'enjeu des lois. Je vous ai bien entendu. J'arrive. Félix Boni, c'est pas un jeu de ping-pong. Docteur Konan, terminé. Le point de vue du professeur Koulibaly qui a prévenu
Et le professeur Oraga au bout, lui-même qui a écrit, qui est l'un des acteurs de la Constitution. Non, lui-même, il a dit exactement que ce n'est pas possible que le président fasse un troisième mandat se référant à l'article 183. Que dites-vous de ceux qui pensent qu'on parle de troisième mandat quand il n'y a pas renouvellement ou nouvelle constitution? Que dites-vous de ceux qui estiment que s'il y a une nouvelle constitution, c'est un nouveau mandat? Voyez-vous, monsieur Tcharasouba, si le président Ouattara, on l'avait dit, d'autres l'ont admis, lorsque le second mandat, par exemple, n'est pas arrivé à terme, il y a des gens qui ont pensé qu'il l'aurait fait. La nouvelle constitution établissait le poste de vice-président. Et il y a eu une disposition transitoire qui permettait au président de la République de nommer le vice-président. Ce qui d'ailleurs était contesté et rejeté par d'autres. Supposons que cette disposition transitoire ne fut pas mise dans la Constitution. Elle aurait automatiquement, si le président voulait appliquer la nouvelle Constitution qui demandait qu'il y ait un vice-président, elle aurait conduit à des élections anticipées. Voyez-vous, le second mandat n'étant pas arrivé à terme, s'il y avait des élections anticipées, il ne serait venu à l'esprit d'aucun citoyen, d'aucun juriste expert, de dire qu'ayant déjà été élu 2 fois, même s'il n'a pas terminé son second mandat, il ne peut pas être à nouveau candidat. Voyez-vous? C'est une spéculation voilà, que vous faites. C'est ce que vous aussi vous faites. Non, on va spéculer. Non, vous, c'est qui? Le ministre de la Justice a spéculé. Vous êtes en train de spéculer. Non, vous, parce que vous n'êtes pas d'accord avec mon point de vue, vous dites c'est une spéculation. Or, c'est ce que vous-même vous faites. Alors, très bien. Allez, non, je vous donne la parole. Lassina Sermé. Oui, bon, moi, je pense qu'il faut revenir un peu à la réalité du RHDP. Le dilemme auquel aujourd'hui le président de la République pourrait être confronté. D'abord, moi je pense qu'il va y avoir 2 tendances aujourd'hui. Il y a une tendance qui va militer pour un 3e mandat du président de la République. Il y a une autre tendance qui va dire non, tiens, monsieur le président de la République, il y a suffisamment d'autres cadres que vous avez bien formés qui puissent relever le défi. Donc je pense que c'est le défi ou le dilemme auquel le président pourrait être confronté. Mais je pense que, comme l'a dit Félix et les uns et les autres, c'est un homme d'engagement. Il a déjà dit de façon solennelle qu'il ne va pas être candidat. Et je pense que le président sera toujours dans cette logique. Et je sais que depuis la période de convalescence du Premier ministre rappelé à Dieu, certainement que le président avait déjà peut-être un plan B qui va certainement révéler dans les prochains jours. Alors, justement... il faut dissocier le fait que le président de la République ne soit pas candidat du fait qu'il ne peut pas l'être. Il faut dissocier aussi absolument. Alors, tout à l'heure, Lassina Sermé disait quelque chose de très intéressant. Au sein du RHDP, il y a des cadres... le choix est clairement, c'était Amadou Gon Coulibaly. Par la force des choses, il n'est pas là aujourd'hui. Quels sont les cadres que vous pouvez pressentir pour succéder au défunt Premier ministre? Comment? Spéculer. Évidemment, oui, spéculer. On va spéculer. Les analyses aussi ont leur part de spéculation. Absolument. Et pour sortir même de ce cadre, de ce débat juridique, je dirais qu'il ne faudrait pas aller à cette allégorie, ce qu'on appelle l'allégorie du pangolin. Le pangolin, c'est cet animal qui bâtit tout et qui finit par détruire par sa queue, sa longue queue. Le président Ouattara, pendant 10 ans, a fait pleinement son mandat, pour ne pas dire 9 ans, quelques mois, a fait pleinement son mandat. Beaucoup de réalisations qui font que le président Ouattara, quoi qu'on dise, est rentré dans l'histoire. Comme son premier ministre Amadou Gon tombé à la tâche, sont rentrés dans l'histoire. Aujourd'hui, le pays entier n'oubliera jamais le bitume de Yakassé à Tobrou, même le bitume d'Abidjan à Bouna. Il y a le stade de Bimpe, on a le barrage de Soubré. Il y a plein de réalisations qui permettent au président Ouattara... Pour vous, clairement, il a beaucoup travaillé, il a écrit son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il doit se retirer, c'est cela. Et je crois que le président Ouattara va sortir dignement de ce mandat. À 3 mois, ce n'est pas à 3 mois. C'est pourquoi il a choisi de façon solennelle, devant le Congrès réuni pour la première fois, pour annoncer qu'il ne sera pas candidat. Oui, cette actualité, on l'avait abordée, mais il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Cette nouvelle donne ne change rien à la volonté du président Ouattara. Et en la matière, ce ne sont pas les cadres qui manquent au RHDP. Dites-nous. Le RHDP a assez de cadres qui ont été dans l'ombre du président, qui ont appris auprès du président comme Amadou Gon, qui peut-être aura été le meilleur de tous ces cadres. Mais quand il y a un meilleur, c'est qu'il y a un second meilleur, il y a un troisième, il y a toujours des pierres de rechangement. Aujourd'hui, moi je pense aujourd'hui au ministre d'État Ahmed Bakayoko. Le gouvernement a été
classifié de façon protocolaire. Premier ministre, ministre d'État. Le seul et unique ministre d'État, c'est le ministre Ahmed Bakayoko. Il est aussi le fils du président de la République. Il est dans l'ombre, il marche dans l'ombre du président de la République. Il connaît bien le président de la République et le président de la République a pleinement confiance à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko peut être un candidat pour le RHDP. Ahmed Bakayoko s'est battu depuis le RDR, RHDP jusqu'à maintenant. C'est un candidat qui peut faire l'affaire du RHDP. Au-delà de lui, le président peut faire aussi confiance à d'autres cadres du RHDP comme le ministre d'État, le ministre Patrick Achi, qui est quand même aussi dans l'ombre à côté d'Amadou Gon, qui aura été le binôme d'Amadou Gon Coulibaly, qui, je suppose, pendant 7 ans qu'il a passé au RHDP, a suffisamment appris aussi. Donc ne sous-estimez pas les capacités des cadres du RHDP. Non, personne n'a sous-estimé. Le président de la République connaît ses enfants, il sait qui de ses enfants est meilleur, qui peut lui succéder après Amadou Gon Coulibaly. Nous parlons d'un parti. Le RHDP s'est argumenté lorsqu'on a voulu le donner pour d'autres partis, ça a été rejeté. Soyez plus clair. Oui, lorsque on disait la même chose pour le PDC et le président Bédié, pour dire il a travaillé, il a tout fait, il a tant donné à la Côte d'Ivoire. On dit non, la Constitution lui permet d'être candidat. Aujourd'hui, c'est cet argument-là qu'on retourne pour le président Ouattara. Il a tout fait, qu'il s'en aille, qu'il sorte de la scène. Il y a des gens. Mais au PDC, il y avait Guy Kawe, au PDC, il y avait Billon, au PDC, il y avait Thierry Tano, au PDC, il y avait Kakabe. Mais le président Bédié a accepté un don de soi parce que les circonstances l'imposent. Il ne peut pas... Ça, c'est la thématique, là, non? Là, c'est l'élément de langage que je ressors. Parce que ce n'était pas le même discours que tu as eu la dernière fois. C'est l'élément de langage qui est ressorti. C'est pour ça qu'on le laisse terminer. Voilà, c'est l'élément de langage que je ressors. C'est pour dire que les mêmes discours valables un jour à droite ne sont pas valables au même jour à gauche. Et le lendemain, 48 heures après, les mêmes discours deviennent valables. Je tenais à rappeler cela. Docteur François Konan, moi, je dis qu'en Afrique, il y a le principe de la parole donnée. Le monde entier a salué le président de la République pour avoir dit « Moi, j'ai suffisamment travaillé. Le job de président de la République pendant au moins 10 ans, c'est fatigant. Je me retire, je régale mes enfants et je serai le conseiller de mes enfants qui vont travailler, qui vont marcher dans mes pas pour la Côte d'Ivoire. » Mais s'il vient, il lui revenait l'idée de dire, maintenant que nous avons quelques problèmes au RHDP, je reviens sur la scène, le monde entier qui l'avait salué avec autant d'engouement se verrait un peu déçu parce qu'il n'aurait pas respecté la parole donnée. Voilà. Oh, je pense qu'aujourd'hui, à 3 mois des élections, il ne faut pas crier. Moi, je demande au RHDP de ne pas pousser le président à l'erreur. Vous demandez au RHDP, vous faites signe. Je ne suis pas... non. De ne pas pousser le président à l'erreur. Il a suffisamment bien travaillé. Et aujourd'hui, il doit faire la passe. Parce qu'il a dit, nous ne le poussons pas à cela, mais il a déjà dit. Il y a 2 semaines, Antoine Assalé Tiemoko rappelait aussi au sujet du président Bédié, qui avait dit dans une interview sur France 24 qu'au-delà de 80 ans, on n'a plus la force de diriger un État. Ce jour-là, je me souviens que vous avez... Mais le président Bédié ne sort pas de 2 mandats successifs. Hein. Non, c'est-à-dire il a dit une parole avant sur un principe, quoi, pour dire que je ne serai plus candidat et puis à un certain âge, on ne doit pas être candidat. Il n'a pas dit je ne serai plus candidat, il dit c'est mon dernier combat. Oui, son dernier combat présidentiel. Non. Dernier combat présidentiel. Là, c'est de l'interprétation. Très bien. Vous permettez... d'accord. Très bien. Lassina Sermé. Oui, mais moi, je vous ai dit que je ne vais pas trop spéculer, mais je pense qu'à partir de la semaine qui va commencer demain, lundi, on verra un peu plus clair dans la trajectoire que va emprunter le président de la République, à commencer déjà par la nomination d'un Premier ministre. On verra bien si on connaît déjà le nom du Premier ministre, on pourra mieux spéculer encore sur l'éventuel candidat du RHDP pour cette élection présidentielle. J'avoue que ce n'est pas pour défendre la cause de qui que ce soit, parce que je n'ai pas la tête de celui qui défend la cause de quelqu'un. Mais je vais dire, si le président Bédié a été candidat en 2010, il avait déjà 76 ans. C'est-à-dire la limite de l'âge, c'était 75 ans. On a sauté ce verrou avec les accords politiques pour qu'il soit candidat. Je dirais que s'il a été candidat à 76 ans,
J'avoue que ce monsieur qui avait dit que c'est son dernier combat, c'est parce que Bédié n'a pas encore réussi à rentrer dans l'histoire. Tout à l'heure en parlant, ne dites pas ça. Laissez-moi terminer mon argument. Non, ne dites pas tout ça. À l'heure, on le laisse terminer. Tout à l'heure en parlant... Bédié n'est pas entré dans l'histoire. À la fin, on le laisse terminer, puis vous réagirez. Tout à l'heure en parlant, je disais comme ça que le président Ouattara a réussi... Le président Ouattara s'il vous plaît, a réussi à s'immortaliser par sa réalisation. Il a réussi à s'immortaliser. Ses œuvres sont là qui vont parler de lui, qui l'ont immortalisé. Si vous voyez Henri Konan Bédié continuer à s'agiter parce qu'il veut devenir toujours candidat, ça veut dire qu'il pense que sa symphonie est inachevée. Aujourd'hui, le président Ouattara ne peut pas dire que sa symphonie est inachevée parce qu'il y a beaucoup de réalisations qui parlent de lui. Et ce monsieur qui dirige ce chantier de l'éléphant d'Afrique pense n'avoir pas terminé ses chantiers et veut forcément terminer ses chantiers. Quand il dit aujourd'hui, je viens me donner, c'est un don de soi. Un don de soi. Il cherche l'élément moteur qui va lui permettre à son âge, quand il aura fini, de rester dans les esprits, de rester dans l'histoire. Parce que depuis 1999, il a quasiment plus ou moins oublié, même s'il aura participé à l'apaisement à travers les différents accords. Il veut marquer l'histoire. Laissez-le aller. Le public va en juger parce qu'on a accepté de sauter le verrou de l'âge il y a 3 ans. Il avait déjà 83 ans. Nous avons sauté le verrou de l'âge. Laissez-y aller, puisque pour lui, le boulevard juridique est clair, il peut être candidat. Par contre, le président Ouattara, pour moi, dites-moi, qu'est-ce qu'il va venir prouver encore aux Ivoiriens qui va faire en sorte qu'il ne va pas rentrer dans l'histoire. Il est déjà rentré dans l'histoire, il peut se reposer. Celui qui veut y aller, il y va. Moi, je me repose. Très bien. C'est ce qu'il va faire. Très bien. Alors, haute coup dure, ces derniers jours pour le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, la démission de Daniel Kablan-Duncan de son poste de vice-président de la République. Le sujet de Pierre Di-Pomelin et commentaire juste après. L'information avait parcouru les réseaux sociaux. Elle est désormais officielle. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a démissionné dans un contexte de deuil national. Mais l'idée et l'intention de la démission pour convenance personnelle date de février 2020, selon Patrick Hachi, ministre secrétaire général de la présidence. Le vice-président de la République, M. Daniel Kablan-Duncan, a remis au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sa démission du poste de vice-président de la République pour des raisons de convenance personnelle, par une correspondance en date du 27 février 2020. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le mardi 7 juillet 2020, le président de la République a pris acte de cette démission et a procédé le mercredi 8 juillet 2020 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Daniel Kablan-Duncan en qualité de vice-président de la République, conformément à la Constitution, telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Le président de la République voudrait rendre hommage à un grand serviteur de l'État, un homme de devoir et d'engagement. Le chef de l'État félicite M. Daniel Kablan-Duncan pour son importante contribution à ses côtés et au service de la nation, successivement en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président de la République. Après l'annonce de la démission, Daniel Kablan-Duncan, collaborateur de longue date du président Alassane Ouattara, a produit un communiqué de presse pour exprimer sa gratitude et rappeler les tâches qui ont été les siennes aux côtés du président de la République. Je voudrais tout d'abord remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, d'avoir bien voulu finalement accepter, après plusieurs rencontres, la deuxième lettre de démission que j'ai eu à lui présenter le 27 février 2020 pour convenance personnelle. Cette acception s'est traduite par sa lettre datée du 8 juillet 2020 et remise dans la soirée de la dite date. Je voudrais ensuite lui exprimer ma profonde gratitude
de l'opportunité qu'il a bien voulu m'offrir de travailler, notamment à 2 reprises, à ses côtés, pour servir notre beau pays. Le désormais ex-vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a été le premier à occuper ce poste depuis sa mise en place par la Troisième République, suite à la Constitution ivoirienne de novembre 2016, votée par référendum. La démission de Daniel Kablan-Duncan de son poste de vice-président de la République, c'est quelque chose que vous avez vu venir? Moi, je ne l'ai pas vu venir, mais je pense que cette démission, quand on regarde la date de son courrier de démission le 27 février, alors que la désignation du candidat du RHDP date du 12 mars, je crois que c'est symptomatique d'un certain malaise au RHDP parce qu'on a vu à un moment donné un Daniel Kablan-Duncan assez actif sur le terrain qui essayait de se préparer à la succession du président Ouattara. Et je crois que voyant qu'éventuellement la succession n'allait pas lui échouer, il a préféré partir. Donc sur cette base, on pourrait dire qu'éventuellement, on le voyait un peu mal à l'aise. On voyait un peu plus ou moins venir cette démission, mais je ne croyais pas qu'il allait aller jusqu'à démissionner, jusqu'à s'éloigner de celui dans l'homme de qui il aura évolué. Et ça aussi, c'est un véritable coup dur. Lui, il est en vie, mais c'est aussi un coup dur comme le deuil du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui, je voudrais également dire que moi, j'ai été surpris. Mais finalement, quand on a lu les 2 communiqués, le communiqué de la présidente de la République et le communiqué du vice-président Daniel Kablan-Duncan, on se rend compte que depuis un bon moment, il est temps pour parler à le président de la République pour permettre qu'il s'en aille peut-être se reposer. Le président l'a dit, ils sont de la même génération, ils doivent aller à la retraite, etc. etc. Vous pensez que c'est pour un repos? Non, je dis bien que le président de la République a dit, parce que quand on parlait, il était question de choisir le candidat ou alors passer le flambeau à une nouvelle génération. Je pense que ça fait partie des arguments quand même qui ont été évoqués. Et je pense qu'au cours d'une déclaration, je ne me souviens pas avec exactitude le lieu et la date, mais il a même évoqué le nom de Daniel. Il dit Daniel et moi, nous, on va aller à la retraite, etc. Donc je pense que bon, c'est dans la même voie. Mais en fait, ça traduit un malaise qu'il pourrait avoir au sein du RHDP quand même, parce que non seulement la période choisie, l'insistance, vous voyez qu'il a lui-même dit, le président a finalement cédé à sa volonté. Voilà. François Konan? Moi, je parlerai de frustration, parce que les conditions dans lesquelles M. Daniel Kablan-Duncan est venu, au départ, la loi disait que... Est venu où? À la vice-présidence. Au départ, la loi disait qu'il devait être élu au même titre que le président de la République. Il devait même être son colistier. Et la loi est intervenue au moment où le président était déjà en fonction. Donc, il a utilisé un article, je crois, 179. Ce sont les dispositions transitoires. J'arrive. Transitoires, exceptionnelles, pour le nommer. Donc, finalement, il n'est pas élu au même titre que le président de la République. Oui, là, on est d'accord. Voilà. Et donc, il ne peut pas, parce que normalement, il devait suppléer le président de la République lorsque celui-ci serait hors du pays. Ou empêché. Empêché. Or, étant donné qu'il n'était pas élu, il ne pouvait pas le suppléer de plein droit. Il ne faisait que des intérims. Et après... Vous êtes sûr? Bon, le suppléer de plein droit, c'est-à-dire que normalement, il devait présider des conseils des ministres, selon la loi. Et puis, en 2020, on annonce encore une modification de la loi qui demandait encore que le Premier ministre et le vice-président soient nommés avec l'accord du Parlement, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, le vice-président était coincé entre... Donc, pour vous, cette loi-là a été taillée sur mesure, alors? Non, pas sur mesure, mais il ne se sentait plus... Il ne voyait pas le contour de son vrai pouvoir. Moi, il n'avait pas de lisibilité. Voilà, il n'avait pas de lisibilité. Donc, finalement, voilà. Vous voyez, pour moi, j'ai lu un confrère qui a donné la date de la première demande de démission, qui sera en juin 2018. Pour moi, tout part de là. Le début de la rupture PDCI, RHDP, président Bédié et président Ouattara, part de ce bureau politique historique qui est entré dans l'histoire, qui fait aussi entrer le président Bédié dans l'histoire, contrairement à ce qu'il dit.
Le président Bédié est bel et bien entré dans l'histoire. Hein. Le président Bédié est bel et bien entré dans l'histoire à sa manière. Le 18 juin 2018, bureau politique, qu'il dit le parti unifié, c'est après l'élection présidentielle. Échec de Daniel Kablan-Duncan et de son groupe, qui était à la tête d'un comité de réflexion pour aller au parti unifié, avec l'accord du président Bédié, avec le professeur Gikawe, avec beaucoup d'autres cadres. Ils ont été, on s'en souvient, humiliés ce jour-là au bureau politique du PDCI. Et, d'après ce confrère, dans sa foulée, Daniel Kablan-Duncan a donné sa démission, le président Ouattara a refusé. Selon moi, c'est peut-être ce jour-là que le président Ouattara devait accepter, et c'est peut-être ce jour-là qu'il devait peut-être dire à ceux qui sont restés après dans le RHDP venu du PDCI, on se sépare, allez-y réfléchir, continuez à discuter avec le président Bédié tout en étant dehors. Et puis, si vous voulez vraiment venir au RHDP, on se retrouve et puis on avance ensemble. Ce jour-là, il n'y a pas eu cette clarification. Oui, mais je pense que pendant cette période, c'était un peu difficile. Ce jour-là, dans cette période, il n'y a pas eu cette clarification. Et c'est la conséquence de ce recul pour réfléchir qui nous a amenés à la seconde lettre du 27 février et à la démission du Premier ministre en pleine tragédie, en plein drame du décès. Voyez-vous, le même jour, je ne sais pas si c'est avant le décès ou si c'est après. Parce que si c'était avant, le vice-président n'avait pas assisté au Conseil des ministres, puisqu'il n'était plus vice-président. Le décret étant déjà signé, il n'avait pas sa place dans la salle du Conseil des ministres. C'est sans doute après le Conseil des ministres. Mais est-ce qu'il a participé au Conseil des ministres? Oui, ce jour-là, il n'y était pas. Il a assisté à la réunion présidentielle, le Conseil présidentiel, et il est parti. Ouais, le même jour. C'est-à-dire qu'on vient nous donner le décret pour dire qu'il n'est plus vice-président, 5 jours après, on nous rappelle qu'il n'est plus vice-président depuis la date là, depuis le 8 juillet. Mais je crois qu'à la veille, le 7, il s'était rencontré avec le président. Non, j'explique pour dire que c'est la conséquence d'une histoire ancienne, d'un souhait, d'une espérance du président Ouattara de ne pas changer son plan par rapport au RHDP, de ne pas chercher à se donner d'autres alliances. Et je pense que d'ailleurs aujourd'hui, par rapport aux circonstances actuelles, il devrait envisager, je pense, de faire la politique peut-être comme tout le monde, sans état d'âme, puis de façon un peu opportuniste. Très bien. La dernière question que je vous pose sur ce sujet avant de passer à autre chose. Est-ce que vous pensez que Daniel Kablan-Duncan a démissionné pour une ambition présidentielle? Oh non, il ne faut pas... on ne se jette pas dans un projet présidentiel à 3 mois, comme ça, de façon hasardeuse. Dites-moi... Non, peut-être pour rejoindre une autre famille politique. Ah oui, là, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Tout comme à Mabruto Akes ou à Montano qui sont partis, ils peuvent éventuellement donner leur voix à une autre famille politique. Et peut-être les discours qu'ils porteront ou les actions qu'ils porteront pourront conforter une autre famille politique, mais pas lui-même en tant que candidat pour aller aux élections présidentielles. Je pense que ce ne serait pas vraiment à sa faveur. Fermé? Non, moi j'ai toujours vu en lui un technocrate qui, en tout cas, dans ce milieu. Quand vous regardez son parcours, c'est récemment, je crois que lors des dernières législatives qu'il a, par la faute des choses, a été contraint d'être candidat à la députation à Grand Bassam. Sinon, quand vous regardez dans son parcours politique, il n'avait jamais été porteur d'un mandat politique ou électif comme ça. Donc je pense que l'un dans l'autre, comme l'a dit Bouni, avec le marigot politique actuel, rien n'est à exclure. Docteur Konan? Rien n'est exclu, comme il a dit, mais bon, à 3 mois, c'est depuis le 27 février, je crois qu'il a déposé sa démission, mais il a parlé de convenances personnelles. Actuellement, il sort d'un parti politique, le PDCI. Il a dit que c'était juste pour faire le pont entre le PDCI et RHDP. Il sort du RHDP ou il sort du PDCI? Non, il est sorti du PDCI. Oui, il est sorti, oui. Et il est parti au RHDP. C'est cela. Et il ressort du RHDP. La tête aux pieds. Oui, bien sûr. Et on ne sait pas finalement où il va déposer... la valise. Comme c'est un monsieur très réservé, pour l'instant, on observe. On ne peut pas s'aventurer à dire il va aller dans tel parti ou dans tel autre. Donc pour l'instant, on l'observe. J'ai une autre question. Attends, j'ai cru entendre également qu'il lui avait été proposé le Conseil économique et social. Est-ce que vous avez vendu ça aussi? Oui, moi, j'ai cru entendre cela.
qu'il quitterait la vice-présidence pour aller au Conseil. Vous ne trouvez pas que c'est une rétrogradation? Quitter la vice-présidence, il faut s'assurer que c'est exact. Pour se faire renommer à un autre poste. En tout cas, merci à vous. Oui, à la fin. Je n'ai aucune idée de l'agenda du vice-président, mais tout reste possible jusqu'au 31 octobre 2020. Absolument.